Bonjour Philippe Pasco, Bonjour. bienvenue chez Front Populaire. Alors, nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre d'édition Max Milo, Le pouvoir du pire. Alors, on va parler ensemble pendant... Pour ouvrir les yeux à tous ceux qui ont les oreilles bouchées. Vous faites bien de le préciser. Alors, on va parler de cette France qui se paupérise de façon assez dramatique et de ce pouvoir, je pense que le titre est assez évocateur, que vous ne portez pas forcément dans votre cœur. J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas devant les faits. Alors, je rappelle que vous êtes essayiste, bien évidemment, ancien conseiller régional et ancien adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Évry. C'est ça, je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Manuel Valls. On apprend des choses. Une fois, je l'ai collé contre le mur, une fois, il m'a collé contre le mur. Eh bien. Et maintenant, quand je le rencontre, je l'appelle Dark Vador. Vous l'écrivez en effet, et j'espère que je finirai pas comme ça. Donc, je précise que cet entretien a lieu le vendredi 5 mai. Alors, on va commencer par parler d'Emmanuel Macron, si vous voulez bien, et de la réforme des retraites. Vous rappelez dans votre livre cette allocution du 22 mars où Emmanuel Macron avait parlé des factieux et des factions. À propos des manifestants contre la réforme des retraites, il les avait même comparés à ceux qui avaient attaqué le Capitole, c'est dire. Il assume ces termes vu qu'il les a réemployés cette semaine en parlant de la France Insoumise qui ferait le jeu du Front National, du Rassemblement National, pardonnez-moi. Donc, question, pour quelqu'un qui parlait de 100 jours apaisés, à quel jeu joue Emmanuel Macron? Ben, on se demande parce qu'en plus, comparativement à ce qu'il raconte, parce qu'il n'a pas dit que ça comme connerie, hier, j'ai encore appris qu'il y avait un petit vieux de 77 ans qui avait été condamné à faire des travaux d'intérêt généraux parce qu'il avait le malheur de mettre chez lui un panneau, pas anti-Macron, mais en disant « Macron, tu commences à nous casser les pieds ». Donc d'un côté, cette personne-là se permet n'importe quoi par rapport au peuple, il nous traite de factueux, il nous dit qu'on nous emmerde. Hein. Rappelez-vous, il l'a dit. Et là aussi, il y a 2-3 personnes... Pour préciser, il l'avait dit dans une interview aux Parisiens et qu'il emmerdait les non-vaccinés. Les non-vaccinés, etc. Mais c'est quand même grave qu'un président de la République dise qu'il emmerde une partie de sa population quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ben là, on met en examen des gens qui justement l'ont traité de pipe sur Facebook, où on fait un doigt d'honneur. Il y a 3 personnes qui sont mis en examen parce qu'ils ont fait un doigt d'honneur sur le passage du président. C'est quoi ce dictateur ? D'autant que le délit d'injure au président de la République a été aboli. Mais non seulement il a été aboli, mais en plus ça ne va pas aller loin, puisque dans le délit d'injure, il faut que ce soit la personne qui a été injuriée qui porte plainte. Or, dans le cas du mot ordure et dans le cas du doigt d'honneur, c'est les préfets qui ont porté plainte. Donc logiquement, la justice ne doit pas passer, puisque normalement c'est celui qui est injurié qui doit porter plainte lui-même. Et Macron n'a pas porté plainte. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire peur. C'est fait pour, attention, si vous le faites vous aussi, regardez ce que vous risquez. Donc c'est de la manipulation politique. Alors, et c'est intolérable. On va parler de la réforme des retraites rapidement, parce que c'est un sujet, vous en parlez dans votre livre. Comment vous expliquez que le gouvernement soit finalement resté à ce point sourd à toute alternative? Je peux être trivial. Allez-y. Je trouve que Macron se masturbe un peu trop. Trivial. Ça le rend sourd. Quand le peuple, dans son entier, les syndicats, pour une fois depuis 1958, dans son unité, refusent une réforme malhonnête qui n'est pas nécessaire, qui ne sert à rien, qui, quelque part, les chiffres le prouvent, pourrait être traitée autrement. Quand on s'obstine comme ça, comme il s'est obstiné, sans tenir compte de tous les avis qu'il y avait autour de lui, uniquement des avis des courtisans qui sont là pour lui passer de la pommade. Ce type-là, je ne comprends même pas qui nous dirige. On a l'impression qu'il prend ses ordres d'ailleurs. Parce que la retraite, honnêtement, la réforme de la retraite, elle n'était pas nécessaire. Ou du moins, elle n'était pas nécessaire dans les conditions dans lesquelles il l'a faite. Depuis quand un président ne tient pas compte de la vindicte populaire? C'est la première fois que l'orgueil d'une personne ne tient pas compte de l'ensemble du mécontentement de la population qu'il est censé représenter. Je ne comprends pas. Je comprends d'autant plus qu'on nous dit que c'est parce qu'il y avait un déficit financier. Je veux qu'on m'explique. Quand je vois le monsieur Arnaud qui augmente sa fortune de 38 milliards en 6 mois, 38 milliards en 6 mois, et qu'on me dit que le déficit de la sécurité sociale, ça va être 10 milliards en 2050. Mais l'argent, il y en a. Il suffit d'aller les chercher. Est-ce que vous savez quelle est la somme totale de l'argent placé dans les paradis fiscaux ? 8 700 milliards.
de dollars. 8 700 milliards de dollars. C'est 100 ans des impôts sur le revenu de tous les Français. L'argent, il y en a. Et comment on explique qu'Emmanuel Macron soit à ce point arc-bouté sur cette réforme, qui était plus ou moins d'ailleurs le seul axe programmatique de sa campagne, si tant est qu'il ait fait une campagne. Mais en plus, c'est même pas vrai, puisqu'il a déclaré partout à la télévision, et je le mets dans mon bouquin, qu'il ne toucherait jamais aux retraites. Mais ça, c'était avant qu'il soit réélu. Ce type-là n'a aucune constance, sauf celle des intérêts personnels de quelques personnes. Mais quels sont-ils finalement? Vous avez dit à un moment, on se demande d'où il prend ses ordres. Alors, je ne vais pas tomber dans les délires complotistes, c'est pas le but. Non, peut-être de sa femme. Je blague. Je blague. Mais c'est peut-être là, je me demande. Ou alors il va faire comme Mitterrand à une époque, il a peut-être un voyant qui va consulter et qui lui dit « il faut que tu insistes sur les retraites ». Je ne sais pas. Je dis ce type-là devient incompétent dans son orgueil. Ne pas écouter l'ensemble du peuple, ne pas écouter tous les syndicats, travailler tout seul dans sa forteresse, sans tenir compte de la réalité. Parce qu'en plus, quand vous regardez, il y a des pays où la retraite est à 67 ans. Il nous a sorti des exemples de manipulation populaire. J'ai vu un reportage où on voyait des Japonais travailler jusqu'à 70 ans. Bah, c'est sûr, là-bas, ils n'ont pas de retraite. Donc, ils sont bien obligés de travailler jusqu'à 70 ans. Mais quand on regarde, la plupart des gens, quand les retraites dans les pays où les retraites sont mises à 67 ans, comme en Italie, de toute manière, les gens, ils arrêtent de bosser à 62, 63, 63 ans. Parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que les patrons les mettent à la porte. Sauf que, de 63 à 67, ils font plein de petits boulots. Parce qu'ils n'arrivent pas à exister. Et c'est ça qui nous attend. Ce qui nous attend, ce n'est pas des gens qui vont aller jusqu'à 64 ans de travail pour toucher leur retraite. On va avoir des gens qui vont aller jusqu'à 60 ans, 61 ans, etc., et qui pendant 3 ans vont galérer, vont finir au RSA, ou prendre des petits boulots pour subsister. C'est la société qu'il est en train de nous préparer. Parce que la société qu'il est en train de nous préparer grâce à ces réformes, c'est une société ultra-libérale, où quelques-uns vont avoir le pouvoir, et tous les autres vont subir. C'est ça le but ultime. Et il le fait aussi à travers la destruction de l'école publique, du code du travail, etc. Il nous prépare une société d'ultralibéralisme, où ça sera chacun pour sa tête. Alors on va reparler d'Emmanuel Macron un peu tout à l'heure. Moi, je voudrais parler un peu des alliés d'Emmanuel Macron, parce que dans cette campagne sur les retraites, il y a eu notamment, je pense au Sénat, ce que vous avez évoqué, le Sénat. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Non, je ne m'en parlez pas, vous allez me mettre en colère. Mais mettez-vous en colère. Non, mais c'est inadmissible. Sénat est à 100% pour la réforme de retraite et on n'arrive pas à savoir officiellement le montant de la retraite du président du Sénat. Officiellement, le président du Sénat refuse de nous dire comment on calcule la retraite des sénateurs. Mais ils nous prennent pour qui, ces gens-là? Ils nous prennent pour qui? Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Ça va. Alors, quand on connaît le montant des retraites de ces gens-là, on saute 2 fois plus haut plafond. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui gagnent le SMIC, qui dorment dans leur voiture. Ils gagnent le SMIC et ils dorment dans leur voiture. C'est normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. On pourra rappeler aussi que les régimes spéciaux, il a été question d'abolir les régimes spéciaux pour cette réforme, pas celui des sénateurs, justement. Non. On ne va pas toucher à ces braves gens, comme on ne va pas toucher au régime des policiers, malgré ce qu'on a dit, et des militaires, malgré ce qu'on a dit. Moi, j'ai des informations, comme Macron a déjà rassuré en 2017, les militaires, comme quoi, eux, vous inquiétez pas, on ne touchera pas, ou on touchera en surface à vos avantages spécifiques. Il n'est pas fou, le mec. Parce que la police et les militaires, c'est le dernier rempart de leur incompétence. Et ça, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on ne touche pas à la retraite des sénateurs et des parlementaires? C'est ces gens-là qui nous donnent des ordres, qui font des lois et qui eux-mêmes n'appliquent pas ce qu'ils nous demandent de faire. Je veux comprendre. Donc je l'écris. En effet, je le confirme. On va parler un petit peu des problèmes qui se posent aujourd'hui en termes de sécurité, des émeutes. C'est un terme un petit peu exagéré. Hein. Ça commence à devenir des émeutes. C'est en effet, sur certains sites ou certaines violences, c'est le cas. Alors, moi, je m'intéresse un petit peu à la force de contestation, notamment celle des Black Blocs, parce qu'il y a des polémiques en ce moment. Donc, je voulais vous interroger là-dessus. Ces Black Blocs qui semblent accompagner aujourd'hui tous les mouvements à peu près contestataires. Je pense aussi aux bassines de Sainte-Soline, par exemple. Comment vous les voyez, vous? Sainte-Soline, on peut en parler, si vous voulez, il n'y a pas aucun problème. 6 000 manifestants, 5 000 grenades.
c'est QFD. 6 000 manifestants, plus de 3 000 ou 4 000 policiers et forces de l'ordre. C'est QFD. Il est évident qu'on allait au casse-pipe. Et quel regard vous portez sur justement ces Black Blocs? Est-ce que c'est un regard plutôt bienveillant ou au contraire vous considérez peut-être que ce sont les idiots utiles de la Macronie? D'abord, je pense que c'est les idiots utiles de la Macronie, c'est clair. Qu'en plus, ils s'attaquent souvent aux pauvres et pas aux riches, parce que brûler les bagnoles, brûler les poubelles, casser des magasins, quel intérêt? Casser des dabs, quel intérêt? Le pauvre type qui a besoin de ses 500 € en liquide pour aller bosser la semaine le lundi, parce qu'on a cassé le dab du quartier, il ne peut pas prendre son argent le lundi. C'est pas les bonnes méthodes. Ou tout du moins, c'est pas les bonnes. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent casser dans les quartiers riches. Qu'ils aillent casser de la Maserati. Il y a un type là qui a acheté une Maserati il n'y a pas longtemps, là, un ministre, je crois. J'ai recherché sa Maserati, allez-y. Mais cassez pas la pauvre 2 chevaux, la pauvre 4L du mec qui est dans la rue et qui a le tort d'avoir laissé sa voiture sur la manif. Donc les Black Blocs de violence gratuite envers les pauvres, honnêtement, je ne peux pas coopter. En plus, je pense que les Black Blocs sont plus manipulés qu'autre chose. J'ai assisté à une manifestation où j'ai pu constater de visu, j'étais au milieu des Black Blocs, que pas les forces de l'ordre, les chefs des forces de l'ordre ont volontairement envoyé les forces de l'ordre au casse-pipe. J'étais à la manifestation entre, vous savez où il y a eu des dégâts entre la Rotonde et le Capitole, et la Coupole. Et la Coupole. J'étais là. J'étais au milieu des Black Blocs, juste dans le coin d'une rue. Les forces de l'ordre ont, comme d'habitude, bloqué la manifestation devant les Black Blocs. 50 mètres plus loin, il y avait la Coupole et une rue traversière où derrière, il y avait 3 brigades de CRS et de forces de l'ordre. Les Black Blocs n'étaient qu'une centaine devant la manifestation, donc bloqués déjà par une rangée de CRS. Il suffisait que, à la direction des forces de l'ordre, ils donnent l'ordre aux 2 brigades de traverser la rue devant la Coupole et de nasser, parce qu'ils savent bien le faire pour les manifestants pacifiques, de nasser la centaine de Black Blocs, et ils les tenaient tous. J'étais là. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai. J'étais là. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les chefs? Eh bien, ils ont envoyé les forces de l'ordre rester coincés sans bouger devant la Coupole. Et c'est sûr qu'on a eu des belles images le soir de Black Blocs qui se sont retournés et qui ont mitraillé les forces de l'ordre qui étaient coincées. Donc on a envoyé ces gens-là à l'abattoir. Donc je dis que les Black Blocs, c'est pas bien de la façon dont c'est fait, je dis que c'est manipulé, et je dis que ça arrange bien le gouvernement, parce que ça fait des belles images le soir de violence. Mais la plupart des manifestations, 99,99, c'est des manifestations pacifiques. Justement... Et je termine, excusez-moi. Allez-y. Ils savent très bien, je l'ai vécu, bloquer, casser des couloirs de manifestations pacifiques. Ils savent le faire. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est-à-dire que vous êtes en train de manifester pacifiquement avec votre femme, vos enfants, etc. D'un seul coup, il y a une rangée de forces de l'ordre qui se met devant vous. Il y en a une qui se met derrière à 50 mètres, qui casse la manifestation en 2 ou en 3 et qui vous nasse pendant 3 heures. Qui vous nasse, qui vous comprime. Vous êtes là, vous êtes serré, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer, vous avez chaud, il pleut. À un moment donné, les gens s'énervent. Donc tu balances une insulte aux forces de l'ordre. Laissez-moi passer, j'en ai marre, j'ai mon gosse, je veux aller faire pipi, etc. Non. Vous ne bougez pas, vous restez coincé. Il est sûr qu'à un moment donné, ils veulent que ça dégénère. Et à un moment donné, ça dégénère parce que tu t'énerves. Mais comme ils savent le faire pour les manifestations pacifiques, moi j'ai du mal à comprendre qu'ils n'arrivent pas à le faire avec les Black Blocs. Ça serait tellement facile de nasser les Black Blocs. Aujourd'hui, ils sont tous devant la manif. C'est pas gratuit, hein, parce que plus il y a le bordel devant la manif, plus on retarde la manifestation, plus stratégiquement la manifestation n'avance pas. Vous me suivez? À partir du moment où tu es bloqué pendant 2 heures, qu'il commence à y avoir des gaz lacrymogènes qui tombent, etc., et ben les gens en général, ils se dispersent. Donc vous avez moins de gens qui arrivent à la fin de la manif. C'est une bonne technique, mais s'ils voulaient, s'ils étaient un petit peu stratégiques, bloquer les Black Blocs, les nasser et les choper, ils peuvent. Mais peut-être que s'ils faisaient ça, ils risqueraient de découvrir quelques infiltrés à l'intérieur. Donc je pense qu'ils ne veulent pas.
Je ne peux pas m'engager là-dessus. Moi non plus, mais... je ne m'engage pas, mais j'ai vu personnellement quelquefois des choses qui me perturbent, quoi. J'ai vu une fois à la gare Saint-Lazare, 50 mecs tout en noir descendre du train pour aller à la manif. 50 mecs, hein, tout en noir, etc. Pas un contrôle. Moi, ce jour-là, j'ai été contrôlé 5 fois pour entrer à la manif. Et ces gens-là, pas contrôlés. Et là, encore une fois, c'est pas des rumeurs. Je l'ai vu. Donc, à moins de remettre ma parole en cause, ce qui est quand même relativement difficile, c'est du première main. Pourquoi ces gens-là n'ont pas été contrôlés? Alors que je vous assure, hein, si vous passez dans certains quartiers de Paris que vous avez une tête un petit peu basanée, on vous contrôle tout de suite. Hein. Là, vous voyez 50 mecs qui descendent. Alors, c'était peut-être que 49, hein. Je n'ai pas compté. Ils ne sont pas contrôlés, eux. J'ai quand même des questions. Alors, il y a un autre sujet qui pose question, c'est, et je pense que vous l'avez certainement lu ou entendu parler, c'est le rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui vient d'être publié cette semaine. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Voilà, elle a parlé d'interpellations non justifiées et elle s'inquiète, donc je la cite, d'une banalisation de l'enfermement à titre préventif. Donc, une dérogation totale du droit. Alors, est-ce que ce n'est pas une séquence qui rappelle fortement quand même ce qui s'est passé en 2019 avec les Gilets jaunes? Mais c'est évident.